Nous sommes toujours en direct sur netexplo.com, l'application Netexplo que je vous invite à télécharger pour avoir plus de contenu. Évidemment, notre partenaire leséchos.fr, on les en remercie. L'intelligence artificielle, comment l'entreprise doit finalement non pas seulement s'en emparer, mais aussi embarquer toutes ses audiences, clients, partenaires, collaborateurs. Bref, il y a énormément de questions autour de l'IA aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'accueillir autour de moi 3 nouveaux invités. Christophe Roturier, bonjour. Bonjour. Vous êtes CDO, Chief Digital Officer du groupe PSA. Tout à fait. Voilà, bienvenue à vous. Henri Pido, pardon, vous êtes CIO, Chief Bonjour. Information Officer du groupe SNCF, cette belle maison. Bienvenue à vous. Et puis Isabelle Budor, pardon, vous êtes VP Data Privacy and Ethics chez Capgemini Invent. Bienvenue aussi également à tous les trois. Alors, je le disais, l'intelligence artificielle, j'aimerais commencer par une citation de Luc Julia, que vous connaissez sans doute. Luc Julia, qui est évidemment un proche de l'Observatoire Netexplo que j'ai pu rencontrer plusieurs fois et qui est un des auteurs de Siri, vous savez, qui embarque cette technologie de reconnaissance vocale dans les smartphones d'Apple, qui est aussi un auteur, qui travaille aujourd'hui chez Samsung sur la division objets connectés. Et Luc Julia nous dit, pour moi, l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. C'est quelque chose, alors c'est un peu provocateur, mais par contre, il a une vraie théorie derrière ça. Est-ce qu'on peut dire la même chose? J'aimerais faire un tour de table sur cette intelligence artificielle qui reste encore un peu fantasmée par rapport à ces potentiels qu'elle n'aurait pas encore révélés. Ouais, moi, je dois avouer que j'ai adoré le livre. Vous l'avez lu, le livre de qui Julia? Qui se dévore très facilement et qui, d'ailleurs, au-delà de l'intelligence artificielle, est un balayage depuis les années 80 de ce qu'est la technologie numérique. Donc c'est passionnant et je trouvais assez sympa qu'une référence dans le monde de l'intelligence artificielle ose décrypter un tout petit peu ce qui se passe derrière. Donc il y a effectivement surtout de la technologie avec des cas d'usage qui sont derrière nous. Et il faut reconnaître que ça change la vie. Par exemple, dans une voiture, la reconnaissance des panneaux sur le bord de la route pour les afficher dans le combiné, pouvoir les utiliser dans des fonctions d'aide à la conduite, ça c'est un sujet qui fonctionne depuis maintenant plusieurs années. En revanche, on est encore loin de pouvoir se passer d'un conducteur pour atteindre les plus hauts niveaux d'autonomie du véhicule. Tout à fait. Et là, c'est juste une démonstration que oui, l'intelligence artificielle, je crois que Luc Julia, il dit on devrait parler plutôt d'homme augmenté, d'intelligence augmentée pour l'homme. Et donc, c'est une aide plutôt à l'homme que le remplacer, et pour nous, dans sa fonction de conduite. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Complètement. Avec Luc Julia qui, en gros, se méfie des vendeurs d'illusions. C'est ce qu'il dit dans son bouquin. C'est ça. Je pense que pendant quelques années, on a eu effectivement les vendeurs d'illusions. Mais quand on regarde comment on utilise l'intelligence artificielle, en plus l'intelligence artificielle c'est vaste, mais on utilise que certains algorithmes qui peuvent être apparentés à de l'intelligence. On s'aperçoit que finalement, ça permet de traiter des automatisations que l'humain fait, ça permet de faire de la reconnaissance d'images. Il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être traités avec les algorithmes actuels, mais de là à remplacer l'homme, je pense qu'on en est très loin et je pense personnellement que je crois qu'on n'y arrivera pas, en tout cas de mon vivant, c'est un je côté crois qu'on n'y arrivera rassurant. pas. Et c'est plutôt rassurant. Une intelligence artificielle ne va pas, par exemple, taper le coin de la porte d'un TGV s'il y a eu une gelée la veille, ou raccrocher des rames, rentrer chez lui, aller jouer au foot avec ses enfants. Enfin, l'homme, c'est vaste. Par contre, effectivement, dans les algorithmes qui peuvent s'apparenter à de l'intelligence, là, ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, on a eu un choc incroyable qui permet de faciliter finalement la vie au quotidien. Ouais. Isabelle, de votre point de vue? En fait, je trouve que, alors moi évidemment, assez facilement je vais être assez d'accord, mais la question finalement, qui se pose derrière, c'est qu'est-ce que l'intelligence? Et en fait, c'est à la base, c'est avec ce que l'on met derrière ce concept d'intelligence qui, sans parler d'intelligence artificielle, juste sur l'intelligence, est déjà un concept flou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous interrogez un certain nombre de neurologues, de philosophes, définir l'intelligence, c'est compliqué. Pendant des années, ça a été le quotient intellectuel, et puis après, on s'est bien évidemment rendu compte que c'était totalement insuffisant et qu'il y avait d'autres paramètres qui rentraient en ligne de compte. Pareil, cette notion de quotient intellectuel et de toute l'intelligence au sens très, en Europe et en France en particulier, c'est très mathématique.
mathématique à la base, comme raisonnement l'intelligence. Dans d'autres civilisations, l'intelligence, c'est quelque chose qui est très différent. Et donc, en fait, ça pose la question de finalement, qu'est-ce que c'est que cette intelligence? Est-ce que l'intelligence, c'est la capacité à collecter une information, à en tirer quelque chose, et puis derrière, à pouvoir en faire une action ou une décision? Si jamais c'est aussi basique que ça, mine de rien, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça sert aussi à faire ça. Après, si dans l'intelligence, on rajoute d'autres choses comme de la conscience, une capacité à décider justement de l'output que l'on souhaite avoir à partir des informations collectées, là, effectivement, on n'y est pas encore. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle fait à la base ce qu'on lui a demandé de faire. Et pour l'instant, elle n'est pas encore capable de créer, d'imaginer, juste à partir de rien, de dire je vais faire ça, et du coup, pour faire ça, je vais aller chercher telle information, la triturer, et puis derrière, en faire quelque chose. Bien sûr. Et ça, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la plupart des data scientists, je trouve, sont dans ou des gens qui travaillent autour de l'intelligence artificielle, sont dans cette idée que, comme on dit, les illusions... Alors, ça viendra peut-être, parce que là encore, il y a une telle accélération technologique que ça viendra peut-être dans quelques dizaines, centaines d'années. On n'y est pas encore. On sait qu'on a besoin de ruptures technologiques. On en a eu récemment, notamment la capacité d'ingérer un certain nombre d'informations. Peut-être que ça viendra, mais on en est encore loin. Alors, pour être concret, aujourd'hui, à date, à l'heure où on se parle, que représente l'intelligence artificielle pour vos entreprises, messieurs, en particulier, chez PSA? On va dire, il y a deux visages à l'intelligence artificielle. C'est un sujet de recherche pour nous. Et là, on est sur le véhicule autonome, très clairement. On est à la pointe des algorithmes. On est aussi aux limites de l'intelligence artificielle, notamment la capacité à pouvoir expliquer quel était le chemin et le raisonnement qu'a suivi un algorithme pour prendre une décision qui, dans le cas de la conduite, peut amener à un accident. Et donc, on aurait à devoir expliquer ce qui s'est passé. Est-ce que je dois comprendre que le machine learning, vous le maîtrisez bien, mais le deep learning, c'est quelque chose je vais laisser ces questions-là peut-être aux experts. Non, gros, on est vraiment dans le cas d'usage de la conduite autonome, qui vraiment pousse les limites des algorithmes, mais pas que. Il y a aussi tous les capteurs qu'il faut mettre sur la voiture à son maximum. Donc ça, c'est une partie du discours de l'IA dans l'entreprise, mais qui est vite ramenée à la réalité économique. Est-ce que je peux le mettre dans un produit ? Quand, à quelle date est-ce que je peux dégager un ROI? Et donc, si on applique ce raisonnement au reste des cas d'usage de l'intelligence artificielle, là, on revient dans l'alignement d'une technologie avec les besoins de l'entreprise. Donc, nous, on a des priorités sur maintenir la qualité de nos produits, être performant en CO2, aller chercher des gains de productivité. Et là, on a des cas d'usage un peu à foison. Dans le marketing, on a mis en place un algorithme d'anti-churn des clients, donc mesurer la probabilité qu'un client va sortir de notre réseau de réparation après-vente, parce que ça, c'est un des gros challenges pour les constructeurs, de garder le plus longtemps possible les clients dans leur réseau, et autant cibler nos campagnes marketing de façon très pertinente sur ces clients-là, plutôt que ceux qui, de toute façon, sont très fidèles. On a bien évidemment dans le monde industriel tout ce qu'amènent les technologies de reconnaissance de surface et de forme pour détecter des défauts qualité. Et donc à chaque fois, ce qui va nous guider, c'est la contribution à l'amélioration de la performance de l'entreprise. Sur la dimension CO2, donc la transition énergétique pour les constructeurs, passer d'une production à 100% de moteurs thermiques vers une production à terme à 100% de moteurs électriques. Là, il va nous falloir anticiper les besoins de nos clients. C'est aussi avoir la capacité, au travers des données qui remontent déjà de nos voitures, de comprendre l'usage qui est fait des véhicules hybrides ou électriques qui sont actuellement en circulation pour adapter les futurs produits. Et là, on utilise des techniques, des algorithmes relativement répandus, de techniques de classification, de machine learning, qui vont ensuite alimenter nos plans produits. D'accord. Chez vous, à la SNCF, vous utilisez vous avez recours à l'IA? L'intelligence artificielle, puisque on a énormément de données. On fait circuler 15 000 trains par jour, plus de 5 millions de personnes par jour, et les IoT un peu partout. Et donc les vrais sujets sur lesquels on y met l'intelligence artificielle, c'est autour des axes majeurs de l'entreprise, à savoir la sécurité, la performance et aussi l'information voyageur. Sur la partie sécurité, tout ce qui est maintenance prédictive,
tout ce qui permet d'améliorer la sécurité du matériel et des voies font partie des sujets qui sont traités par l'intelligence artificielle, comme par exemple les IoT, la reconnaissance de la qualité des voies, savoir si un aiguillage est en train de s'user. Donc il y a tout un tas d'algorithmes. Sur la partie information voyageur, c'est comment est-ce qu'on arrive à donner une information aux voyageurs la plus fiable possible par rapport à des événements inattendus. Donc il y a des fois, les derniers événements nous font que on a encore du progrès à faire. Ça, inattendu, on est plutôt bien servi depuis le mois de mars, oui, ça oui. Eh bien là, l'intelligence permet en fin de compte d'avoir une vue d'ensemble des indicateurs pour essayer de prédire qu'un impact va avoir, quel va être l'impact sur le reste de la chaîne de la production. Donc ces sujets-là sont traités vraiment avec les algorithmes. Et notre vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer le résultat d'une IA. Et c'est en expliquant les résultats d'une IA qu'on peut avoir le sentiment d'assurance de la bonne réponse. Et là, pour l'instant, on est encore sur ces thèmes-là, mais on fait aussi de l'IA avec des algorithmes qui sont apparentés comme de l'IA, avec des algorithmes qui sont relativement très basiques. 80% de la recherche de savoir si un aiguillage s'use ou pas, c'est assez basique. On calcule l'intensité, on regarde si ça suit les courbes habituelles. Si ça ne suit pas, il y a un problème, il faut peut-être mettre de la graisse ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est très facile. La difficulté, c'est 20% qui manquent. Et là, les algorithmes d'IA peuvent nous aider. Alors, je reviens sur les cas que vous décriviez, les cas d'usage finalement pour SNCF, les bénéfices que vous retirez finalement de l'IA sur vos différentes contraintes. Finalement, on comprend que c'est simplifié en fait par l'obtention d'une information et qui est processée en algorithme. Finalement de supprimer peut-être une contrainte humaine, etc. Ce qui est quand même un des bénéfices de l'IA. Est-ce que c'est bien compris au sein de l'entreprise? Comment est-ce qu'on ressent ces projets-là qui embarquent de l'IA quand finalement avant on y mettait quand même quelques heures d'humain? Alors il y a effectivement au sein de l'entreprise des métiers qui disparaissent. Donc nous on a la chance d'avoir, je dirais, entre guillemets, des métiers à vie. Donc, on travaille beaucoup au reclassement de ces métiers. Donc, d'ailleurs, la filière du numérique fait partie des métiers qui absorbent des reclassements de cheminots. Et donc, ça va bien. Et vous disiez par exemple des métiers qui disparaissent un peu, c'est les personnes en guichet. Il y a un peu moins de personnes. On a mis des bots. D'ailleurs, une des premières robots conversationnels, c'est nous qui les avons sortis en 2004, avant Siri et avant Alexia. Donc ça fait partie des premiers succès que l'on a mis en place à l'époque. On appelle les chatbots aussi. Les chatbots. Oui, les chatbots, tout à fait. Mais le terme français est très joli. Vous pouvez les robots conversationnels, c'est très bien aussi. Donc là, c'est clairement du CRM, c'est de la relation client. C'est du CRM, c'est de l'explication. Alors bien sûr, ça ne fait pas des trucs très, très sophistiqués. Donc c'est en complément, vraiment d'un contact humain. Et ça permet finalement de libérer certains de nos agents sur le terrain pour des tâches qui sont beaucoup plus de présentiel auprès de nos voyageurs. Au sein de PSA, vous utilisez l'IA. Est-ce qu'il y a des applications IA sur l'optimisation de fabrication dans vos usines, etc. On le fait également sur la qualité de ce que les usines fournisseurs vont nous livrer. Et d'ailleurs, ça a été un outil qui est venu aider l'humain plus que le remplacer. Et comme tous les outils, on a dû accompagner ce changement. Alors l'outil en question, c'est très simple. On a des personnes dans le métier et de ce qu'on appelle piloter la qualité des usines fournisseurs. Donc ça consiste à s'assurer que les pièces respectent les critères qui sont convenus au départ. Et donc ces personnes ont une masse d'informations à traiter. Et en fait, on leur a fait un dashboard. Donc ça, c'est de la data analyse. Mais il y a une colonne dans ce dashboard qui est du prédictif, issu d'observations de comportements passés des usines.
et qui est très simple. Elle se colore en vert ou en rouge. Et quand elle est rouge, c'est qu'il y a une très haute probabilité qu'on va vers une crise qualité chez ce fournisseur-là. Et donc le changement pour l'humain, ça a été de faire confiance. Auparavant, c'est de l'intuition, c'est ce qu'on appelle le métier. Ça, tout à fait. Et cette personne aurait dû lui dire, non, maintenant, tu n'hésites pas, une seconde, tu prends ton téléphone, tu appelles le directeur de l'usine concernée et tu lui dis, vous allez avoir un problème. Un peu comme dans Minority Report. Vous allez avoir un problème. Ouais. Et ça a demandé, le projet, quand on l'a déployé, il nous a fallu quasiment 3 mois pour faire monter en compétences. C'est très simple, c'est qu'une question de confiance dans l'algorithme. C'est un changement, mais comme on en a connu des tas par le passé, dès qu'on commence à automatiser une tâche ou à donner un nouvel outil à un opérateur, qui soit dans un bureau ou sur une ligne de montage. Donc il ne faut pas négliger cette phase d'accompagnement au-delà de la technologie. Oui, parce que Isabelle, on le voit bien qu'il y a quand même, effectivement, vous donnez des exemples où il y a du positif, où on peut voir l'IA comme ça. Mais il n'empêche aussi que derrière, il y a des réalités qui sont qu'on automatise des tâches humaines. Donc forcément, il faut quid de l'homme dans tout ça. C'est un sujet qui est récurrent, qu'on entend beaucoup, mais c'est quand même aujourd'hui, avec la maturité des technologies, une technologie qui est auto-apprenante. Donc ça veut dire que là, à l'heure où on se parle, elle continue d'avancer. Quid de l'éthique dans tout ça par rapport à finalement à la survie de métiers aussi? En fait, il y a le problème là, de l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est un problème récurrent dès qu'il y a une révolution industrielle. Ouais. Vous prenez les premières avec l'invention des métiers jacquard, vous avez eu tous ceux qui tissaient d'habitude à la main, qui ont complètement écraser les métiers de l'époque. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une rupture technologique, forcément, la première réaction, c'est de se dire ça me fait peur, c'est quoi cette machine immonde qui se met en place? Et puis finalement, on se rend compte qu'on peut amadouer cette machine d'une part, et puis d'autre part, qu'elle va apporter des choses en plus. Et en fait, la question n'est pas tant qu'il y a des métiers qui disparaissent. Les métiers ont toujours disparu. Enfin, on pourrait pleurer sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de personnes qui allument les réverbères tous les soirs et les éteignent tous les matins. Est-ce vraiment si triste? Peut-être. C'est aussi une époque qui avance. Ce qui est surtout important, c'est finalement dans quel objectif on met en place ces outils. Est-ce que l'objectif est salutaire ou est-ce que finalement il ne sert pas à grand-chose et qu'il ne fait pas avancer l'humanité? Ça, c'est un premier point. Et puis, c'est de se dire comment est-ce qu'on prend en compte l'ensemble des impacts qui peuvent naître de la mise en place de ces technologies. Et donc, l'ensemble des impacts, ça va être les impacts sur les métiers, comme vous disiez. Et donc, derrière, il y a la possibilité. Aujourd'hui, si l'idée, c'est juste de se dire, les personnes qui travaillaient avant, vous disiez, dans les guichets, de les mettre dehors, ça, forcément, ça va poser quelques questions. Si maintenant, c'est de les refocaliser sur le service client, là, tout de suite, le changement de paradigme, c'est un peu autre chose. Donc, en fait, encore une fois, l'intelligence artificielle, comme beaucoup d'autres choses, c'est juste un outil. Et un outil, il n'est pas bon ou mauvais. Un outil, il est ce qu'on en fait. Oui. Dans quelle optique, finalement, on veut l'utiliser. Mais toute la question, pour terminer, va quand même être c'est très difficile aujourd'hui de déterminer la durée. C'est-à-dire en gros le point Godwin entre la destruction d'emplois parce que c'est comme ça, c'est l'impact d'une technologie, et la création de valeur, donc d'emplois. En France, on est doté d'un outil dans les entreprises qui s'appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ouais. Décliné dans les métiers, ça pousse le métier à se poser la question de que va devenir mon métier demain, comment il va se transformer, et d'en déduire des plans de formation, des plans de reconversion qui, certes, vont accompagner la disparition de métiers, mais permettre aux hommes qui les exerçaient d'en exercer un autre et de continuer à se développer. Donc c'est vrai qu'on est outillé pour répondre à l'impact de l'arrivée de ce type de technologie. Et pour parler de l'éthique, je pense qu'il y a aussi un sujet autour de comment est-ce qu'on maîtrise le biais d'une intelligence artificielle. À savoir, comment est-ce qu'on peut expliquer le résultat par rapport à un certain nombre d'informations qui lui ont permis de trouver une réponse. Et les premiers, j'avais donné des exemples, les premiers essais de Microsoft dans la partie chatbot a été assez malheureuse. Ils ont tout de suite fermé le système, puisqu'en fin de compte, il y a eu une dérive, un biais qui a été fait lors de l'apprentissage. Oui. Et c'est là-dessus qui est, à mon avis, qui va permettre à l'éthique de s'appliquer à l'intelligence artificielle, c'est bien de comprendre ce qui a amené cet algorithme à sortir un résultat, de l'expliquer et de s'assurer que l'explication est éthique.
Et pour revenir à l'anticipation de panne ou l'anticipation de problèmes, si on arrive à expliquer pourquoi l'IA a dit qu'il allait y avoir un problème, bien évidemment, ce sera beaucoup plus facile de le corriger. Évidemment, on est obligé de clôturer. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, Merci. Vraiment d'être venus. On va rester un peu sur le même sujet, si vous souhaitez rester pas trop loin. Masqué, bien évidemment, welcome. L'usine du futur, elle embarque évidemment un peu ce qu'on se dit là, c'est-à-dire l'automatisation des tâches, au robot l'exécution, à l'homme les décisions, point d'interrogation. À tout de suite sur cette nouvelle table ronde.